Hey, brother, hear me now. Brother dog, know me, understand. Bienvenue sur le Sargassum Podcast. Je suis Clio Maridakis. Moi, je suis Francisca Elmer. Je suis Florence Ménez. Nous sommes vos hôtes pour aujourd'hui. Et nous allons partager avec vous les dernières idées et solutions concernant les sargasses qui sont devenus un défi international. Bonjour à tout le monde à le Sargassum Podcast, aujourd'hui en français. On n'a pas aujourd'hui Mar et Robbie, mais on a Florence Ménez et Clio Matraxis qui fait l'interview en français comme moi. Florence et Clio, est-ce que vous pouvez dire quelque chose de toi? Et Florence va dire nous un peu de Thierry, si notre interviewee d'aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Clio Maridakis et je suis une biologiste. Je suis spécialisée sur les algues et ces 2 dernières années, j'ai travaillé sur les sargasses à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et la maîtrise de l'énergie, en Martinique. Et aujourd'hui, je participe au podcast sur les sargasses. Bonjour, je suis Florence Ménez, je suis anthropologue et j'ai travaillé avec Clio sur un projet de l'ADEME sur les sargasses. Et maintenant, je travaille sur un projet qui s'intitule SARIMED, qui est financé par la Fondation de France, sur les enjeux sanitaires des sargasses pour les riverains et la médiation médicale. Et j'ai fait partie du groupe de recherche sur les sargasses du Centre hospitalo-universitaire de Martinique, où j'ai rencontré Thierry Lebrun. Thierry Lebrun, qui est notre invité aujourd'hui pour le Sargassum Podcast. Il est médecin au Centre hospitalo-universitaire de Martinique, mais il est aussi un citoyen lanceur d'alerte. Donc, Thierry, bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour. Alors, bonjour. Alors, la première question, elle est commune à tous pour le Sargassum Podcast. Donc, qu'est-ce que la sargasse pour toi? Pour moi, la sargasse, c'est une plaie. C'est une réponse de la nature à une agression de l'homme. Et c'est une bonne réponse puisqu'elle se développe en espèce de radeau où tout autour, il y a une vie qui est en train de se remettre en place. Mais il ne faut pas qu'elle touche les côtes. Parce qu'à ce moment-là, j'ai l'impression qu'elle se venge, qu'elle libère tout un tas de gaz qui sont nocifs pour l'humanité, surtout pour les gens qui sont atteints par ça. Donc, à mon avis, c'est un produit de la pollution qui essaie de survivre. Donc, quand elle retourne de là où elle est née, elle se venge. C'est une image. Très cool. C'est tout. Oui. Moi, j'ai une question. C'est quels sont les enjeux sanitaires de sargassum? Quels sont les enjeux sanitaires? C'est ça, les risques sanitaires. Les enjeux sanitaires, c'est que quand elle s'échoue, la sargasse, on ne la ramasse pas rapidement, elle dégage des gaz, une trentaine à peu près, dont les principaux sont H2S, l'ammoniac et l'arsenic inorganique. Et ces produits sont toxiques pour ceux qui sont dans les zones d'impact des sargasses. Donc l'enjeu, c'est de les empêcher d'échouer pour ne pas atteindre la population. L'enjeu, c'est de prévenir la population des risques des sargasses, de baliser les zones d'échouage. Et il existe aussi une population à risque qu'il faut identifier sur toutes les zones d'impact pour pouvoir les protéger, leur dire qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, il y a un enjeu éducatif à faire aussi auprès de toute la population. Parce que comme d'habitude, comme c'est souvent le cas, ce n'est pas les plus aisés, ce n'est pas les plus au fait, ce ne sont pas ceux
qui ont tous l'informatique, la télé, etc., qui sont impactés, donc ils ne sont pas au courant. Donc l'enjeu, c'est de protéger la population qui n'a pas les moyens de se défendre. Oui. En tant que citoyen, comment as-tu alerté sur les dangers sanitaires? Je dois tout d'abord dire que j'habite la côte est atlantique de la Martinique, qui est la principale côte affectée par les échouages des sargasses. Et j'ai la chance d'habiter très près de l'eau, donc directement impacté. J'ai subi les sargasses comme toute la population et c'était vraiment fatigant. Je voyais ce qui se passait dans la maison au niveau des douches, du matériel électroménager. Je dis, c'est pas possible, ça nous fasse rien. Donc un jour, j'avais bu un ou deux petits punch et j'ai envoyé un message au préfet via Facebook où je l'invite à venir manger du poisson. Je lui demande de ne pas venir à plus de 6 personnes et de me prévenir. Comme ça, il pourra partager avec nous 3 heures de notre vie quotidienne que nous vivons depuis des mois H24. Il ne m'a pas répondu. Mais mon papier a fait le buzz. J'ai appris ce que c'était ce jour-là, le buzz. En 24 heures, a priori, il y a eu presque 100 000 réactions. Bon, le lendemain, le sous-préfet m'a remis un courrier du préfet s'excusant, mais surtout, j'ai eu plein d'appels des médias, la télévision, des journaux. Et là, je me suis dit, Thierry, tu fais une bêtise parce que tu as fait quelque chose, mais tu ne connais pas le dossier. Donc, j'ai été sur Internet, j'ai regardé tout ce qui était paru sur les sargasses, les échouages aux Antilles depuis 2011-2015, en place un moyen de barrage, un moyen de recyclage, de ramassage, etc. Ça, c'était en 2015. Puis en 2018, il n'y avait rien. Donc, on a subi la même chose en plus important. Puis en 2019 et en 2020. Donc, je connais bien le dossier maintenant. Donc, les interviews, ça s'est bien passé. Et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, je remontais au créneau et tout le monde m'a aidé. Bon, il y a certains médias où j'étais blacklisté parce que j'aurais dit un petit peu ce que je pensais. J'ai été un peu mis sur la scène publique par la CTM, la collectivité territoriale, parce que j'aurais dit que c'était eux qui maintenant étaient responsables parce qu'ils s'étaient engagés lors du symposium mondial au Pelin-Batelière en juillet 2018 à mettre les barrages. Et 2 ans après, il n'y avait rien, quoi. Enfin, c'était un combat permanent en tant que citoyen. Est-ce qu'elle ne veut pas que tu parles des problèmes sanitaires de sargassum parce que c'est pas bien pour le tourisme ou quoi? Alors, non, je ne pense pas que ce soit une histoire de tourisme. En fait, il n'y a pas de papier dans la littérature qui montre que les sargasses à une exposition chronique sont néfastes pour la santé. On connaît, pas les sargasses, mais les gaz, et on sait que H2S à un certain niveau est peut-être mortel, on sait que l'ammoniac c'est pareil, etc., mais on ne sait pas une exposition chronique. Donc, les autorités sanitaires locales se sont réfugiées derrière ça. Ils ont mis des capteurs, ils ont vu qu'il y avait des taux qui étaient importants, qu'il fallait s'éloigner, mais ils ont dit qu'il n'y a pas de preuve d'exposition chronique. Et le service public sanitaire a fait son travail, plus ou moins, a averti les services préfectoraux, qui a travaillé avec ces services satellites que sont l'ADEME, l'ADA et d'autres, mais il n'y a pas eu une cohésion de groupe pour vraiment aller protéger cette population. Population qui n'est pas la population dirigeante de la Martinique, ça touche que 21 000 habitants, 13 communes, on est une population de 360 000 habitants. Il y a une lutte de pouvoir et les politiciens sont tous de l'autre côté pratiquement, donc on nous a un peu délaissés. Il se trouve aussi, pour répondre vraiment à votre question, qu'une des principales zones impactées, c'est une zone au François, où vit une population assez riche, assez aisée. Et on peut penser, mais j'ai aucune preuve, mais on peut penser que les gens ont dit, les décideurs, bon, de toute façon, eux, ils ont qu'à se débrouiller, c'est leur problème. Voilà. Mais ça, j'en suis pas sûr, mais ça ne me regarde pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est tous les gens qui n'ont pas accès à la protection puissent être protégés. Mm-hmm. Pour revenir à l'impact sanitaire, vous aviez fait le parallèle
sur donc des expositions accrues, pour prendre l'exemple du H2S, qui peuvent être toxiques voire mortelles pour l'homme, comme les algues vertes en Bretagne, qui est un cas plutôt bien connu en tout cas en France. Mais en l'occurrence, pour les expositions chroniques à de plus faibles concentrations d'H2S, comme c'est le cas en Martinique ou dans d'autres îles de la Caraïbe avec les échouages de sargasses, c'est moins étudié et moins donc toxique à court terme, mais peut-être à plus long terme. C'est encore mal connu, comme vous l'aviez précisé. Et à ce titre, est-ce que vous savez ce qui est fait? Il me semble qu'il y a des médecins sentinelles qui sont là pour recenser l'information. Est-ce que vous êtes au courant de certaines choses ou d'un point de vue peut-être plus scientifique? Est-ce que vous avez des idées sur les conséquences d'une exposition chronique? Bon, l'ARS ici, comme dans tous les départements, dès qu'il y a un problème de santé publique, ils ont un réseau de médecins sentinelles. Je voudrais juste faire une parenthèse par rapport à votre comparaison avec la Bretagne. C'est que la Bretagne, excuse-moi Florence, je sais que tu es bretonne, mais la Bretagne est responsable de sa pollution. Et ils ont eu beaucoup de budget en surface par rapport à ce que nous, on a eu aux Antilles. Et ils continuent à faire exactement ce qu'il ne faut pas faire pour continuer à être pollués. Il y a une bande dessinée qui est sortie, que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas lu, qui donne vraiment la vérité faite par un journaliste. Par contre, nous, aux Antilles, dans les Caraïbes, on n'est pas responsable, on est des victimes. Et ça, c'est toute la différence. C'est que nous, on subit, les autres, ben, ils font subir à leurs partenaires, mais c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Nous, on peut rien faire. On n'y est pour rien pour cette pollution. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau sanitaire? Donc, les réseaux sentinelles, les médecins, ben, ils ont reçu des gens en consultation. Ils ont fait une étude sur à peu près 7000 patients, où ils ont montré clairement, bon, moi, c'était pas bien randomisé, etc., mais ils ont montré clairement qu'il y avait un effet sur la santé. Et nous, parallèlement, au niveau du CHU, parce que je les embêtais tous les jours, j'étais un petit peu le pitbull qui embêtait les gens, quoi. Et on a monté un centre de recherche, quoi, voilà, un truc de recherche sur les sargasses, un comité de travail dans lequel Florence nous a rejoints. Et on a lancé en place, on a mis en place plusieurs études dans un projet qui a été exposé en 2019 en Guadeloupe. C'est Sargacare, c'est ça, Florence? Où dedans, on dit toutes les études qu'on veut faire. Dans ces études, on fait une étude sur l'impact économique, social surtout, mais on fait une grosse étude sur le devenir à long terme des gens qui sont exposés, avec deux populations, une population qui est dans une zone non exposée et une population qui est dans une zone exposée, avec des moyens de mesure avant que les sargasses arrivent et après que les sargasses soient arrivés, échoués et commencer leur action destructrice. Bon, ça a été long à mettre en route parce qu'il a fallu débloquer les budgets. L'ANR a très rapidement débloqué les fonds, mais ce sont les régions, toujours pour des raisons politiques entre elles, Guadeloupe ou Martinique. Bon, enfin, maintenant, il semble que ce soit débloqué. En parallèle, le leader du groupe, c'est le docteur Dabor Ezière, qui est chef de service de toxicologie. Grâce à une consultation que nous avons mise en place sur le centre hospitalier universitaire Martinique, a montré sur 140 consultations tous les effets néfastes de la sargasse. Et là, c'est une vraie étude. Chaque consulte, on prenait des repas, etc. Ça lui a permis de faire un éditorial dans le Lancet. Et si vous voulez, la Martinique, moi je suis lanceur d'alerte en Martinique, mais la Martinique est lanceur d'alerte au niveau international, parce que les gens ne s'étaient pas encore rendus compte de l'impact sur la santé de ces choses-là. Et depuis, ben, on est très sollicité. D'abord, Réserve a encore fait une publication avec tout le groupe sur un journal de toxicologie. Donc, on a eu un rôle local et on a eu un rôle international par intermédiaire de publication. Et justement, donc là, tu nous as parlé de ton implication en tant que médecin et aussi en tant que lanceur d'alerte. Est-ce que tu peux nous
parler aussi de toute la mobilisation que tu as voulu créer auprès des citoyens de façon à ce qu'ils soient informés. Et c'est-à-dire que des liens, par exemple, que tu as voulu créer lors de réunions publiques pour alerter l'ARS, pour renseigner, pour informer les citoyens, et puis pour porter justement ce problème sur la scène publique. Il y a une association ici qui s'appelle l'APNE, Association Protection Nature et Environnement, qui est la plus vieille association reconnue d'utilité publique, dont le président d'honneur est Charles Virassamy, qui existe depuis 1912. Donc, elle est vraiment intégrée dans le paysage local. Et ils m'ont appelé et on a beaucoup travaillé ensemble avec Florence, etc. Et ils m'ont permis d'organiser des réunions d'information de plusieurs ordres, hein, c'est-à-dire avec des avocats pour nous dire comment on pouvait réagir par rapport à ça, avec des médecins pour dire qu'est-ce qu'on avait trouvé, quels étaient les risques, avec des politiques pour leur parler au niveau des maires, au niveau du conseil municipal de ce qu'ils devaient faire, et aussi des réunions organisées par l'ARS. Mais c'était, si vous voulez, j'ai été une fois à une réunion et après j'ai toujours été blacklisté parce que je ne suis pas politicien et je garde pas ma langue dans ma bouche, quoi. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis franchement, et ça dérange. Oui, j'ai dit que l'ARS, par exemple, pour une petite machine qui valait 6 000 €, ils ont mis 2 ans à nous débloquer des fonds, et c'était le seul moyen que l'on avait trouvé pour chercher une réaction inflammatoire au niveau de la chaîne respiratoire, en mesurant le NO expiré, qui est un tracé inflammatoire. Maintenant, on l'a, on attend juste l'argent pour pouvoir mettre les gens en place, le secrétariat et tout, parce que c'est beaucoup de travail. J'ai aussi eu des réunions, c'est encore un clin d'œil, Madame Clio, avec l'ADEME, où toutes les réunions publiques, jamais ils étaient là, sauf une fois, où je me suis permis de leur dire que au début, ils allaient en République dominicaine, ils allaient en Bretagne pour voir quels étaient les barrages, mais qu'au moment de la construction des barrages, ce qu'on attendait, nous, population martiniquaise, on attendait que les services publics nous donnent la solution. C'est voilà, il faut faire tel type de barrage, voilà, et le barrage, il bloque, voilà comment faire pour les ramasser. Le barrage, il dévie, voilà comment on va faire pour les ramasser une fois qu'elles sont arrivées. Voilà comment on les ramasse une fois qu'elles sont échouées avant qu'elles deviennent agressives. Et voilà où on va les exposer. Et voilà qu'est-ce qu'on va faire pour recycler. Le recyclage en Martinique, il n'y a rien. Il y a juste une société qui fait du compost. On n'arrive toujours pas à savoir la composition, mais on sait, parce que la Martinique est petite, que sur 100 grammes de compost produit, il y a entre 6 et 7 grammes de sargasse. Chez moi, ici, ils ont mis un barrage en premier parce que je les embêtais, mais je leur ai dit qu'ils ne voulaient pas qu'on soit les premiers. Mais enfin, bon, bref, pour me faire taire, ils l'ont fait. Ils n'ont pas réussi, si je continue à parler. On avait fait un barrage déviant initialement. Au moment de faire le barrage dans les autorisations, le service public par la DEAL, on dit ah non, il faut faire un barrage bloquant. Ça a retardé de 6 mois, les sargasses sont arrivées. Mais le barrage bloquant, ce sont des tonnes qui arrivent en moins de 24 heures. Il faut les ramasser, et c'est pas avec les petites puces qu'on appelle les sargators. C'est un peu comme un grain de sable sur une plage, quoi. C'est tout petit. Donc, on se est débordé, ça passe au-dessus, et ça s'échoue. Et le meilleur moyen de ramassage qu'on a trouvé en Martinique, c'est, en dehors des grandes plages, c'est une association qui s'appelle CAID, une association à but social qui fait un boulot énorme, mais au bout d'un moment, il y en a tellement que ça devient grave, et ils peuvent plus travailler. Et juste pour dire que c'est pas mortel, il y a un gars qui ramassait devant chez moi des sargasses. Je ne dis pas le nombre de fois où j'étais les voir pour leur dire de se protéger parce qu'ils n'avaient pas tout ce qu'ils avaient, tout le moyen de protection, de mesures, etc. Avec son petit bateau là, mais vraiment tout petit, hein, il poussait les sargasses. Mais il y en avait tellement qu'il y avait des bulles. Et le gars, plusieurs fois, il était à 30, 40, 300. Une fois, il a explosé une bulle, il s'est retrouvé à 700, 800 sur son appareil. C'est-à-dire qu'on atteint les doses mortelles. Il ne se sentait pas bien, il a réussi à s'éloigner et à dégager. Il ne se sentait pas bien et je pense qu'on
frôle la catastrophe. Il y a des gamins qui passent devant chez moi avec le ballon, vous savez, on tape dans le ballon, qui va sur les algues, c'est croûte, on dit c'est bon, on rentre dedans, on s'enfonce. J'ai fait l'expérience en jetant des cailloux devant des caméras. Là, on voit les bulles qui sortent avec une odeur terrible. Je pense qu'il y a un gamin qui rentre là-dedans, il ne va pas s'en sortir parce qu'en plus, il y a un effet de sable mouvant. Vous voyez, si vous ne dégagez pas, vous essayez de faire comme ça, vous allez vous enfoncer. Je ne le souhaite pas, mais je pense qu'on va vraiment prendre conscience de ce problème par rapport à une situation comme ça s'est passé en Bretagne quand il y a eu une mort d'homme, le fameux jogger ou celui qui conduisait les camions. Si je parle, vous me dites parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et donc, Oui, naturellement. J'ai une question. Nous, les biologistes qui travaillent con les sargasses, nous avons commencé à échanger beaucoup d'informations dans toute la Caraïbe, comme les biologistes de Barbados et de Mexique et de toute la Caraïbe, ils parlent ensemble. Est-ce que c'est aussi pour vous sur la médecine, ou échange professionnel ou pas dans la Caraïbe? Bon, la personne la plus compétente pour vous répondre là-dessus, c'est le docteur Rézière. Allé à des symposiums sur les sargasses dans la Caraïbe, je crois qu'il était à Barbade, il a été dans d'autres îles, etc. Moi, je pense qu'il n'y a pas encore une vraie collaboration par rapport à l'enjeu qui est en train de se décider devant nous. Et même entre la Guadeloupe et la Martinique, ça n'a pas été facile, la collaboration, parce qu'il y a toujours ce fameux leadership que chacun va avoir, alors que j'ai l'impression qu'ici, ça nous est un peu égal, comme nous, on veut juste… La priorité, c'est de recenser la population à risque et les informer. Ça, c'est la priorité, parce que c'est la seule chose que nous, on peut faire immédiatement. Donc, certainement, je sais que c'est en train de se développer, puisque Florence me disait qu'elle a eu des contacts avec le Mexique. D'abord, il y a eu des contacts aussi avec le Mexique, Miami, il y a même des pays asiatiques qui l'ont contacté. Donc, il y a un échange qui est en train de se mettre en place. Mais c'est très, très long. C'est très, très long. C'est bien, c'est intellectuel. Ici, on est en train de se gargariser parce qu'on a des satellites. Et grâce aux satellites, on sait s'il va y avoir beaucoup de sargasses ou pas. On sait où elles vont s'échouer, à peu de choses près. Donc, on peut prévenir. Mais nous, on s'en fout en Martinique de ça. Parce qu'en Martinique, on a des pêcheurs qui connaissent les courants, qui savent quand les sargasses vont arriver. Et on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent ça va arriver, mais il n'y a rien qui est mis en place pour pouvoir les récupérer. S'il y avait une espèce de brigade d'armée anti-sargasses qui se prépare à l'arrivée des sargasses sur telle plage, telle plage, telle plage. Exemple récent, le week-end dernier, beaucoup d'arrivages de sargasses en Martinique. Et personne n'était au courant. C'est qu'après, on a fait le constat qu'il y avait beaucoup de sargasses et on s'est rendu compte qu'on était dans les mêmes situations qu'avant, à part certaines communes. Et c'est grave parce que les sargasses, d'habitude, elles arrivent courant mars. Là, on est mi-janvier. Par rapport à ces satellites et à la météo, excusez-moi, par rapport aux satellites et à la prévision des arrivées de sargasses, en Guadeloupe comme en Martinique, il y a la météo sargasse qui a été mise en place, qui est disponible sur les sites des préfectures et sous-préfectures et des DEAL réciproques. Il me semble qu'il donne une estimation, effectivement pas précise, c'est difficile, mais une estimation des arrivées de sargasses dans les jours à venir, qui est un bulletin qui est disponible tous les 3 jours. Vous utilisez cet outil et vous en êtes… C'est vrai. C'est pas c'est ça. Bon, enfin bref, ce que vous dites, c'est vrai. Ça nous informe. Mais qu'est-ce qu'on a à faire après? La population locale qui est sur le terrain, pendant 3 week-ends, avec d'abord Rézière, l'apnée et des citoyens, nous avons fait 3 communes où on a rencontré la population vraiment impactée. Les télés, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Les télés, elles sont mortes au bout de 3-4 mois d'exposition. Donc, ils n'ont plus de télé. Quand vous voyez Thierry Lebrun taper sur un ordinateur,
on voit bien que je suis handicapé par rapport à quelqu'un de jeune comme Florence, Madame le maire, etc. Vous imaginez le Martiniquais de base, le pêcheur ou les vieilles familles qui sont au bord de l'eau, aller sur Internet, m'indigner l'ADN pour voir ce qu'il va y avoir, etc. Et je ne suis pas sûr que la météo sargasse marche tout le temps. C'est comme la météo cyclone, ça marche au moment des cyclones. Mais je ne suis pas sûr que toute l'année nous dit sargasse. Et je ne suis pas sûr, peut-être je me trompe, qu'ils aient annoncé un arrivage de sargasse le dernier week-end. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut les empêcher d'arriver parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Oui, en effet, c'est un problème assez large et complexe, puisque à prendre en considération comme vous dites, vous parlez d'une commune en l'occurrence, et il y en a d'autres qui sont touchées, donc du coup, ça semble être un problème assez énorme d'un point de vue local. Et quand on imagine qu'il y a plusieurs îles de la Caraïbe qui sont touchées, voire même certains continents, du coup, comment verriez-vous l'avenir de la Caraïbe avec ces sargasses? Lors de mes recherches, entre guillemets, lors de ma curiosité sur Internet, je suis tombé sur deux trucs qui m'ont choqué profondément. C'est une vision satellitaire de la Caraïbe et de très haut entre l'Afrique et l'Amérique, des sargasses en 2011. Et une autre vision satellitaire je crois que c'était en juillet 2019. On parle de murs, de barrage végétal entre l'Afrique et la côte des États-Unis. Et on voit clairement qu'il y a une espèce de bouclier ou de ceinture qui est en train de se mettre sur tous les îlets de la Caraïbe. Ceci en 8 ans. Donc on peut imaginer, mais là j'y connais rien, j'ai peut-être des bêtises, mais on peut très bien imaginer que la côte atlantique va encore vivre, mais la côte qui est à l'intérieur, là, dans le golfe du Mexique et toute la mer des Caraïbes, va s'éteindre petit à petit, si on ne fait rien. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau mondial? Ça, c'est la COP21. Je sais que le Brésil s'est engagé à faire pas mal de choses parce qu'on lui rejette la faute. On parle aussi d'une plateforme pétrolière dans le golfe du Mexique qui balance plein de produits polluants et qui n'est pas réparé, et c'est peut-être à cause de ça. Enfin, au niveau international, ils savent d'où ça vient, ils savent ce qui se passe. Bon. Mais la population, comme vous voyez au Mexique, les gens qui ramassent les sargasses échouées pour faire des briques, etc., ils sont exposés à des énormes. Que vont devenir ces gens dans quelques années? On n'en sait rien, quoi. Et c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Les enjeux sanitaires, c'est égoïste de parler d'enjeux sanitaires parce qu'il faut parler aussi d'enjeux économiques, parce que les deux sont parfaitement liés. On sait que plus l'économie est basse, plus le problème sanitaire va être élevé. Donc c'est un double enjeu, à mon avis, c'est un double enjeu, et il faut que les politiques, il faut que la communauté internationale… Bon, alors les Caraïbéens, pour continuer à vous répondre, je ne connais pas tous, mais nous en Martinique, on est très fatalistes. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas méchants, ils disent bon, ben, c'est la volonté du bon Dieu, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais je ne suis pas sûr que le bon Dieu, en 2018, il ait volontairement fait disparaître toutes les personnes âgées d'une bande côtière de à peu près 300 mètres de long sur 6 mètres de large. Je ne pense pas qu'il ait voulu vraiment ça, quoi. Et les personnes âgées, il y en a plein qui sont décédées, et il n'y a pratiquement plus de personnes âgées qui habitent cette zone. Soit ils ont été évacués par la famille, soit ils sont décédés. Et là aussi, avoir accès au registre des décès pendant cette période, c'est très difficile. Mais je m'excuse, hein, je me mouche souvent, mais je fais une allergie parce qu'il y a des sargasses qui sont arrivés. Ce n'est pas des blagues, c'est vrai. Oui. Mais cela risque d'augmenter les inégalités environnementales et les inégalités face à la prise en charge sanitaire, en fait, face à la prise en charge pour un mieux-être, pour un mieux-vivre. Il y a une notion dont on n'a pas parlé encore, enfin dont je ne vous ai pas parlé, c'est que les études
pour montrer réellement l'impact des sargasses sur le corps humain. En Martinique, elles sont difficiles parce qu'il faut qu'on les corrèle à, souvent on a remarqué qu'il y avait des pics de pollution en parallèle à l'échouage des sargasses et souvent une brume de sable. Donc on s'est déjà fait rétorquer par toujours les mêmes services publics qu'on disait que c'était à cause des sargasses, mais que c'était peut-être le sable du désert qui arrivait ici, qui provoquait, et on a du mal à… Dans l'étude, il est prévu de voir si, à tel moment où il y a eu un pic de sargasses, s'il y a un impact sur la santé, est-ce qu'il y a eu aussi un pic de pollution? Donc, les études ne sont pas faciles. Et l'autre difficulté, c'est que vous avez plusieurs gaz. On peut très bien faire en laboratoire des études sur l'animal, sur le H2S, sur l'ammoniac, sur l'arsenic, sur le plomb, sur ceci, sur cela. Mais faire tout ensemble, ce n'est pas possible. Oui. Alors, en fait, on ne sait pas beaucoup les enjeux sanitaires de sargassum. On peut faire plus de recherche de ça. Oui, mais les recherches, ça met du temps à agir. Pendant ce temps-là, on est impacté. Vous savez, en France, on dit le bon sens paysan. Quand vous avez dans votre maison quelqu'un qui n'a jamais eu de problème, qui commence à développer de l'asthme, quelqu'un qui se lève le matin, qui a les yeux qui grattent, qui a la gorge qui gratte, qui a le ventre ballonné, qui a des troubles du transit, et surtout que vous voyez votre matériel électroménager qui d'habitude dure 7-8 ans, qui là, il faut le changer pratiquement tous les 6 mois, frigidaire, machine à laver, climatiseur, etc. Si vous voyez l'état des tuyaux de douche, dans quel état ils sont, quand vous nettoyez le mur, vous voyez que c'est noir, cette poussière noire, forcément, on l'inhale. C'est évident. Oui, et on peut évident. se dire qu'il n'y a pas besoin de faire d'études pour dire que c'est pas bon, parce que si c'était bon, ça ferait des millions d'années qu'on respirait cette poussière noire. Mm-hmm. Oui, c'est vrai, c'est très vrai. Vous savez, quand il pleut, qu'il y a des sargasses échouées, quand il pleut, l'eau qui descend de la terre vers la mer, dans la pluie, vous avez une espèce de mouvement qui se fait dans les sargasses échouées, ça, et le lendemain, vous avez plein de poissons qui sont rentrés en l'air. Mais ces impacts au quotidien sur la santé, sur le bien-être, sur aussi l'écosystème côtier, il est visible quand on habite sur le lieu, mais c'est là aussi où rentrent en jeu les volontés géopolitiques de prendre le problème à bras-le-corps quand finalement les lieux de pouvoir de décision sont un petit peu éloignés et qu'il n'y a pas de recherche sur le terrain suffisamment ample et il n'y a pas de remontée de suffisamment de données sur le long terme pour pouvoir en fait engager une politique de protection qui soit véritablement préventive et efficace. Ouais. Mais je veux dire, les études qui sont en train d'être menées maintenant, avec beaucoup de recul, mais c'est aussi pour faire remonter ces informations et ces données que le podcast est intéressant et que ta manière de te mobiliser pour alerter est aussi extrêmement vitale, en fait. Oui. Puisqu'elle permet de donner des informations qui sont tangibles sur le terrain, mais qui ont tendance à s'effacer ou à s'amoindrir quand on arrive dans des lieux de décision. Je pense personnellement que on a la balle juridique, réglementaire pour faire tout ce qu'il faut. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de cohésion de groupe dans toutes les structures qui prennent des décisions. L'ARS dans son coin, l'ADEME dans son coin, l'ADEAL dans son coin. Des gens qui passent, c'est-à-dire qui viennent, ils sont là depuis 2-3 ans et qui bougent, ce n'est pas une critique. Des gens qui arrivent, qui remettent en question ce qui a été fait avant, qu'on appelle en Martinique les sachants.
Parce que le gars martiniquais qui est spécialiste de la mer, qui va en Bretagne, il va fermer sa bouche quand il va parler de la mer. Mais les gens de l'Hexagone, quand ils viennent ici, ils ont un pouvoir, ils sont directeurs de la mer, ils sont directeurs, ils savent. Mais ils savent pas parce que chaque mer, chaque région est spécifique. Mais je crois qu'on a les moyens financiers pour le faire. Il y a de l'argent qui a été dépensé inutilement parce qu'on met des camions qui creusent et qui détruisent le littoral, qui ramassent les sargasses, le sable, la mer et qui partent. Nous, au début, quand on a ramassé les sargasses dans la commune dans laquelle j'habite, ça touchait 13 communes, ça touchait 21 800 habitants, c'est-à-dire presque 10% de la population martiniquaise. On est 360 000, donc c'est pas rien quand même. Et 13 communes, c'est pas rien, même si on a 40 ou 38, je crois, mais c'est quand même pas mal, quoi. Quand ils ont commencé à ramasser les sargasses ici, ils avaient déposé pas très loin derrière une boutique, un fast-food. Mais pour déposer les sargasses, il y a des règles. Il faut les déposer sur moins de 10 cm de hauteur. Il faut attendre qu'elles aient perdu l'eau, etc. Donc, il faut remettre ça à son cahier quand ils ramassent les sargasses chez nous. Mais eux, non. Ils mettaient en tas, ce qui fait que vous aviez des trucs de 3, 4, 5 mètres de hauteur de sargasses déposées. Ça a été vite arrêté parce que l'environnement a commencé à être malade. Et puis, ils sont aperçus que dessous, il y avait une nappe phréatique. Et que la nappe phréatique était atteinte. Et bizarrement, on a constaté que ça faisait ressurgir la chlordécone. Donc, il y a un réel problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup à vous toutes. Et excusez-moi si j'étais un peu long, mais c'est un peu devenu passionnel. Donc, Oui, c'était très intéressant. Alors, ce n'est pas un problème si c'est un peu long. Alors, Francisca, qu'as-tu pensé de l'interview avec le docteur Lebrun? Oui, moi je pense que c'était très intéressant. Je savais que les sargasses, il n'est pas bien pour nos santé, mais je ne savais pas beaucoup de ça parce que on n'y parlait pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur les autres îles en Caraïbes de ça. Alors beaucoup de personnes ne savaient rien de ça. Et ça, c'est un grand problème. Et quand lui a parlé, il a parlé combien de personnes en Martinique ont des problèmes graves con les sargasses. Moi, je ne savais pas ça du tout. Je ne savais pas si graves les problèmes sont et combien de personnes ont les problèmes. Alors, c'est plus mal que je pensais. À Martinique et peut-être aussi dans des autres îles en Caraïbes, mais les personnes ne savaient pas, je ne sais pas. C'est vrai qu'en Martinique, à la différence d'autres îles de la Caraïbe ou d'autres territoires, les habitants habitent vraiment proches de la mer et donc proches des échouages de sargasses dans les zones qui sont touchées par les arrivées de sargasses. Et du coup, le problème est décuplé, le problème de l'exposition aux émanations de gaz. C'est pourquoi, finalement, la parole citoyenne est importante pour entendre ceux qui vivent ça au jour le jour. Et ça me fait penser que dans ce problème, dans cette crise des sargasses, le rôle de chacun est important. C'est comme si chacun avait son rôle à jouer dans la gestion des sargasses. Voilà. Oui, tout à fait. Et ce qui était aussi intéressant dans le récit de vie, dans le témoignage que l'on a entendu du docteur Lebrun, donc à la fois en tant que médecin et impacté par les sargasses. En fait, le Sargassum podcast, il contribue aussi à diffuser par cet espace virtuel d'échange d'informations. Donc, il contribue vraiment à diffuser la parole, le partage des informations, la connaissance, de manière à ce que
chacun en fait soit informé de ce qui se passe au quotidien avec les sargasses. Alors, juste pour revenir justement, comme tu disais, Francisca, sur l'importance l'ampleur des dangers sur le littoral martiniquais, il est aussi sur d'autres littoraux malheureusement, et c'est pourquoi les médecins en fait du centre hospitalo-universitaire de Martinique, dont fait partie Thierry Lebrun, avaient publié dans The Lancet une lettre pour montrer combien les sargasses pouvaient être un danger et un problème de santé publique. Oui, merci. Ça, c'est tous nos commentaires, je pense, non? Oui. Alors, la semaine prochaine ou une autre semaine pour un autre podcast. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et d'approfondir ensemble les connaissances grâce à notre invité. Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur ce dont notre invité a parlé aujourd'hui, veuillez consulter les liens et les informations sur notre site. Et si vous avez apprécié notre podcast, veuillez envisager de nous soutenir financièrement en devenant un mécène. Et pour seulement $1 par mois, vous pouvez nous soutenir et participer à une pause café mensuelle exclusive de Zoom pour les mécènes, où vous pouvez vous mettre en relation avec nos invités du podcast et d'autres passionnés des sargasses. Ce podcast a été produit par Marcel van de Kamp et vos hôtes d'aujourd'hui étaient Florent Menez, Clio Maridakis et Francisca Elmer. Nous reviendrons la semaine prochaine avec une autre invitée passionnante. La musique de ce podcast est tirée de la chanson Dema Prey de Trisel Rodrana, un artiste de Roatan, une île de Honduras. Suivez-les sur Spotify ou YouTube pour plus de musique. Mais pour l'instant, voici les chansons complètes Dema Prey. Hey, brother, hear me now. Brother, dog. Now me understand. Nobody know what to see we get nothing. That's why them a pray and always front and star. Nobody know what to see we get nothing. That's why them a pray. Nobody them a pray. Them a pray. Them a pray. Me no gain progress. Nobody them a pray. Yeah, man. Them a pray. Me no reap success. Nobody them a pray. Them a pray. Them a pray. Me no gain progress. Nobody them a pray. Them a pray. Me no reap success. So me tell them yeah. Promises come and me no take that. Only if it come from Jah, I'll accept that. Nobody them me put me trust in and give me setback. Yo, select that, me and pull up that. Tell some wicked that bad mind, me no fear them. Anytime them cheat and chat, me no hear them. Me dash a few hard soak for the queer them. Me dash a few hard soak, tell them where them. Now for them a pray. Them a pray, me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray, me no reap success. So me tell them yeah. Yes, me know me have a lot of fake friends, but me never woulda thought me woulda have fake family. So me tell them straight, me no trust them. Me no trust you and me no trust him. Fake friend lost bad mind in a real life. Star me no rate that, star me no rate that. Me real for me woulda bust a million shot in a real life. Now for them a pray, them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no reap success. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no reap success. So me tell them yeah. Oh, them a pray me no reap success. Screaming out loud. Me woulda tell them fi go look alike, but them a hate and grudge and creep on mine. Them a move like Judas. Them a move like Judas. Plus, everybody have a life to live. So me give one rascal who a try judge me. Like them chit and chat, so what them want to say. Cause none of them out there nah feed. Now for them a pray.
them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no rape success. Now for them a pray. Them a pray me no gain progress. Now for them a pray. Them a pray me no rape success. Oh, Five-star production. 1101. Them a pray me no rape success.